Salut à tous. Les motivations de Netanyahou sont clairement de maintenir les États-Unis dans cette guerre. C'est son rêve depuis plusieurs décennies, obtenir enfin un président aussi incompétent et aussi imprudent que Trump pour faire ce qu'il veut. Il a essayé avec tous les autres présidents, avec Clinton, avec Bush Jr., avec Obama, même avec Trump 1, puis avec Biden. Aucun n'a mordu à l'hameçon. Il a fallu ce président totalement incompétent qui est le nôtre, encore grisé par une grande victoire vénézuélienne dans son esprit, pour mordre à l'hameçon. Dans le théâtre politique de Trump, même un piège peut être vendu comme une entrée triomphale si l'éclairage est assez flatteur. Mais Netanyahou veut maintenir la guerre, sans aucun doute. Il a fait tout ce qui était possible à chaque occasion pour briser les accords, pour briser les cessez-le-feu provisoires. Son cabinet déclare constamment à quel point il est important que la guerre continue jusqu'à la destruction de l'Iran. En même temps, Trump entend tout le monde, probablement même ses flagorneurs à l'intérieur, mais aussi surtout l'armée américaine, les Saoudiens, les Russes, et très important encore, directement le président Poutine. Avec en tête une visite prochaine à Pékin dans quelques jours, et avec ses taux d'approbation en chute libre et les élections de mi-mandat qui approchent en novembre, Trump veut une porte de sortie. Pour une équipe de communication bâtie sur les tours de victoire, même la porte de sortie doit être peinte en or. On parlera peu d'un accord négocié, mais Trump n'en a pas vraiment besoin pour s'en sortir. Il lui suffit d'arrêter et de déclarer victoire comme il le fera. Il pourrait y avoir quelque chose de rafistolé qu'on appellera un accord. Mais l'idée d'un accord global est essentiellement hors de portée, presque inimaginable dans le contexte actuel. Par accord global, j'entends un accord qui ne mettrait pas seulement fin à la guerre, mais qui traiterait aussi les arrangements de sécurité plus larges au Moyen-Orient. Dans la communication à la Trump, une crise devient gérable dès qu'on peut la rebaptiser triomphe. Et il faut se rappeler que Israël, en ce moment même, bombarde Beyrouth et attaque l'allié de l'Iran, le Hezbollah, au Liban. L'idée d'un règlement global quelconque sur ces questions n'est pas réalisable et n'est même pas vraiment en discussion. Les Iraniens ont dit intelligemment « mettons simplement fin à la guerre, nous réglerons cela, puis nous passerons aux autres questions ». Trump se dirige probablement dans cette direction. Bien sûr, avec ce gouvernement américain complètement désinstitutionnalisé, qui est dans un état de décomposition avancée, où il n'y a aucun processus apparent et aucune délibération apparente de quelque nature systématique que ce soit, tout est un peu imprévisible. Mais il me semble que Trump essaie de mettre fin au combat, de sortir, de déclarer victoire et de faire peu être présenté cela comme une forme de négociation. En réalité, ce serait simplement la fin d'un épisode unilatéral, désastreux, mené par Israël et les États-Unis. Quand les institutions disparaissent, le slogan arrive généralement tôt pour expliquer pourquoi tout cela était une stratégie depuis le début. Cela ramène la situation au détroit d'Ormuz et à l'effet que tout cela sur l'économie mondiale. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que Trump ou certains de ses conseillers avaient vraiment imaginé comme possible. Une idée circule largement et apparaît aussi dans une grande partie des médias européens, selon laquelle les États-Unis ne seraient en réalité pas touchés par ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Que les Européens pourraient sombrer, que l'Asie pourrait sombrer, mais que Trump ne s'en soucie pas. Parce que les États-Unis, en tant que producteurs et exportateurs de pétrole, iraient bien. Cette vision passe à côté de la vraie nature du choc et de la pression qu'elle exerce sur Trump pour trouver une forme de résolution. Sinon, un règlement complet, du moins un moyen de rouvrir le détroit. Le raccourci pro-Trump est simple. Si la carte semble compliquée, il suffit de pointer une pompe à essence et d'appeler cela l'indépendance. Le détroit d'Ormuz est bien sûr la clé. Il faut se rappeler l'adage de Mark Twain selon lequel la guerre est la manière dont Dieu enseigne la géographie aux Américains. Une fois la guerre commencée, les Américains ont appris un peu où se trouvait l'Iran et ce qu'est le détroit d'Ormuz. Ils ont entendu à répétition que 30% du pétrole mondial transite par ce détroit. Puis ils ont commencé à apprendre que des produits en aval, en particulier les produits pétrochimiques, l'urée et d'autres engrais, l'hélium, étonnamment les métaux, la production d'aluminium et ainsi de suite, en raison de l'intensité énergétique dans la région du Golfe, sont aussi produits et exportés, et
transitent par le détroit d'Ormuz vers les marchés mondiaux. Il se trouve que la géographie ne se soucie pas de la confiance avec laquelle un rassemblement électoral la prononce de travers. Immédiatement après l'invasion ou l'attaque, le 28 février, les prix du pétrole et du gaz naturel ont bondi. Ils ont d'abord augmenté d'environ 50%, passant de 65 à 70 dollars le baril à plus de 100 dollars le baril. Depuis, ils ont fluctué selon le degré de fermeture ou d'ouverture du détroit et selon les attentes concernant un retrait des forces américaines. Trump a rendu tout cela incroyablement plus compliqué en répondant à un cessez-le-feu par un blocus américain qui s'ajoutait au contrôle iranien du détroit. Il y a donc maintenant 2 blocus dans cette voie navigable cruciale, tous deux d'une nature quelque peu ambiguë. Mais le fait est que le flux réel de pétrole, de gaz et de ces autres produits essentiels vers les marchés mondiaux a chuté de manière spectaculaire jusqu'à maintenant. Il n'a pas été rétabli. Ce n'est que dans ce genre de logique politique qu'ajouter un deuxième blocus ressemble à une façon de fluidifier la circulation. Au moment où nous parlons, les prix du Brent sont un peu au-dessus de 100 dollars le baril, ce qui est très élevé selon n'importe quel critère. Mais ils avaient atteint 120 dollars le baril et plus encore il y a quelques jours à peine. Les prix ont fortement baissé parce qu'il y a le sentiment que les États-Unis sont probablement en train de reculer à ce stade. L'effet de tout cela est ce que les économistes appellent un choc d'offres. Contrairement à certains ralentissements économiques qui viennent d'une panique financière ou un ralentissement qui survient en raison de ce que John Maynard Keynes appelait une baisse de la demande globale, il s'agit ici d'une crise économique qui vient du fait brutal et fondamental que les approvisionnements physiques en énergie et en autres intrants de production sont soudainement coupés. C'est un type d'impact économique très dramatique. C'est tellement dramatique que j'ai écrit ma thèse de doctorat il y a 47 ans, 46 ans sur cette question des chocs pétroliers des années 1970 qui avaient 2 fois plongé l'économie mondiale dans un ralentissement extraordinairement douloureux, combiné à une flambée de l'inflation, un résultat qui a été baptisé stagflation. J'ai écrit, je crois, le premier livre sur la stagflation mondiale comme conséquence ou comme analyse de ces 2 chocs. Ce qui se passe maintenant potentiellement est beaucoup pire que ce qui s'est passé dans les années 1970. La raison est que dans les années 1970, le flux d'approvisionnement a été coupé 2 fois. D'abord à la suite de la guerre de 1973 entre Israël et ses voisins, puis en 1979 lors des événements de la révolution iranienne. Mais il s'agissait alors d'une coupure des approvisionnements causée par des troubles et des décisions politiques. Ce qui se produit potentiellement ici, c'est la destruction physique des champs pétroliers et gaziers et des infrastructures, des pipelines, des raffineries et des ports qui acheminent le pétrole, le gaz et les produits en aval vers les marchés mondiaux. Nous avons frôlé le précipice, ou nous sommes au bord du précipice, de la destruction physique du système énergétique du Golfe depuis le 28 février. Trump a répété « Je vais tout détruire en Iran ». Les Iraniens, c'était clair, dès les premières heures, ont la capacité de faire la même chose à leurs voisins du Golfe à l'ouest, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, le Qatar et les autres. Nous avons donc été très près de la destruction physique d'une partie majeure du système énergétique mondial. Cela aurait signifié non seulement un ralentissement, mais une crise économique dont l'ombre durerait de nombreuses années, sinon une décennie ou plus. Cela aurait été vraiment et serait vraiment catastrophique. Le slogan est toujours court, la facture des réparations, elle, peut courir pendant une décennie. Nous ne sommes pas encore absolument sortis de cette situation. Trump a constamment flirté avec l'idée d'une escalade. Chaque fois qu'il l'a fait, le prix du pétrole a bondi parce que les marchés et les spéculateurs voyaient qu'il pouvait potentiellement y avoir une destruction dévastatrice de l'approvisionnement physique. Les marchés ont une façon de vérifier les fanfaronnades plus vite que n'importe quelle salle de presse. Cela touche toutes les économies du monde parce que l'énergie primaire, issue du pétrole et du gaz, est un intrant dans tous les processus de production, parfois directement et parfois en aval. Cela touche les prix de l'électricité. Cela touche bien sûr le prix de l'essence à la pompe pour les automobilistes. Cela touche tous les coûts de transport et d'expédition. Cela touche la production alimentaire. Personne n'y échappe. Qu'un pays soit autosuffisant en énergie, exportateur ou importateur,
tant que son marché de l'énergie est intégré au marché mondial. Ainsi, les prix du pétrole et du gaz, et donc l'impact sur les utilisateurs de pétrole, de gaz et de leurs produits en aval, frappent l'économie américaine de la même manière qu'ils frappent toute autre économie. Les prix de l'essence aux États-Unis ont flambé. Cela a immédiatement fait perdre à Trump plusieurs points de pourcentage dans les sondages d'approbation et a poussé tous les analystes politiques républicains à se mettre à crier « Arrêtez cela avant que nous ayons un résultat désastreux aux élections de novembre ». Rien ne traduit la stratégie mondiale en panique intérieure aussi vite qu'un chiffre plus élevé à la pompe. Les États-Unis ne sont pas fermés aux marchés mondiaux de l'énergie. En fait, Trump s'en vante. Et son plus important soutien, probablement l'industrie pétrolière, certainement l'un des 2 ou 3 plus grands groupes de pression aux États-Unis, exporte du gaz et des produits pétroliers vers les marchés mondiaux. Les États-Unis sont donc complètement interconnectés. Et cela signifie que chaque entreprise manufacturière, chaque usine aux États-Unis, chaque automobiliste ressent le même effet. Ce qui diffère d'un pays à l'autre, c'est ce que les économistes appellent l'effet de revenu et non l'effet d'offre. Il y a un effet de revenu qui est négatif. Si un pays est importateur de pétrole, il paie plus cher ce pétrole. Non seulement c'est plus coûteux pour tous les utilisateurs, mais il y a une perte directe de revenus indépendamment des effets en aval sur la fabrication ou la production industrielle, simplement parce qu'il faut dépenser plus d'argent pour faire ce qui se faisait auparavant. Et si un pays exportateur de pétrole ou neutre, c'est-à-dire si ses importations et ses exportations s'équilibrent à peu près, il ne subit pas de perte de revenus en soi, parce que ces compagnies pétrolières obtiennent une manne qui compense les pertes de revenus des utilisateurs de pétrole. Ce n'est pas, politiquement parlant, un point très acceptable. Les compagnies pétrolières aux États-Unis, ExxonMobil, Chevron et d'autres, touchent une manne. Mais dites cela à un ménage ouvrier américain qui paie beaucoup plus cher son essence et ses autres factures. Il ne sera pas très impressionné par la prétendue protection des États-Unis contre cet effet négatif sur le revenu. Ces ménages subissent un effet négatif sur le revenu. Les compagnies pétrolières touchent une manne. Cette manne, en partie, va au fonds de campagne de Trump. C'est tout l'aspect du lobbying politique. Elle ne retourne pas dans les poches des travailleurs qui paient plus cher leur énergie. La campagne appelle cela de la force, le budget familial appelle cela la facture de mardi. Donc au niveau national, on pourrait dire que l'effet de revenu s'annule, que les gains exceptionnels de Chevron et d'ExxonMobil équilibrent les pertes de dizaines de millions de ménages américains, mais socialement, politiquement et économiquement, cela ne s'équilibre pas vraiment. Cela s'annule dans les plus et les moins, mais cela ne s'égalise pas dans le bilan de l'impact. Si je résume tout cela du côté de la production pour les entreprises industrielles, les utilisateurs d'électricité, les utilisateurs de pétrole et de produits en aval, peu importe qu'un pays soit exportateur net ou importateur net. Son secteur de production industrielle souffrira d'un déclin mondial des ressources énergétiques. Du point de vue de l'effet de revenu, si un pays est exportateur net de pétrole, de gaz et de produits connexes, il peut bénéficier d'une manne. Mais cette manne peut finir dans les comptes de quelques entreprises, tandis que l'effet négatif sur les ménages de l'économie sera tout aussi sévère, peu importe où ils vivent et qu'ils aient ou non des compagnies pétrolières américaines autour d'eux. Et il y a une autre note importante. Exxon et Chevron, ainsi que d'autres compagnies pétrolières américaines qui touchent une manne, sont des entreprises domiciliées aux États-Unis, mais une grande partie des actions de ces entreprises appartient en réalité à des propriétaires étrangers. La manne n'est donc même pas une manne américaine en soi. Peut être 20 ou 25% des actions de ces entreprises sont détenues à l'international, selon des estimations que j'ai vues. Cela signifie que cela ne s'annule même pas dans la façon simple de dresser le bilan, comme si les États-Unis n'étaient qu'en équilibre net pour les produits pétroliers, parce qu'une grande partie du côté de la manne va en fait à des propriétaires étrangers plutôt qu'à des actionnaires américains de ces entreprises. Tout cela veut dire que personne n'est à l'abri de ce choc. Et
Cela n'inclut même pas encore les effets de deuxième, de troisième et de quatrième tour que ces chocs entraînent. Il ne s'agit ici que de l'effet le plus immédiat des changements du côté de l'offre. Une fois qu'il y a une perturbation massive de la production, il y a de nombreux effets en cascade sur les marchés financiers, des entreprises font faillite, des gouvernements entrent en détresse financière, même les pays du Golfe risquent une détresse financière, comme cela a été décrit avec beaucoup de soin. Les Émirats et d'autres pays du Golfe se sont tournés vers la Réserve fédérale américaine pour obtenir un filet de sécurité, une ligne de swap afin de se protéger contre une crise financière potentielle. Tout cela signifie qu'il existe de nombreux effets en cascade négatifs découlant de ce qui s'est déjà produit. Cela fait déjà très mal. Le tourisme, le transport aérien, le prix à la pompe, la production industrielle, la production alimentaire, tout cela souffre déjà beaucoup. Mais si Trump devait provoquer une escalade, et si le résultat était une destruction massive de l'infrastructure physique des hydrocarbures dans la région du Golfe, les conséquences seraient, je dirais, plus graves que tout ce que nous avons vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la partie qu'aucune bannière de campagne ne peut contenir. Les conséquences ne s'arrêtent pas quand les applaudissements cessent. Je pense que Trump a probablement entendu cela au cours des dernières semaines, à sa grande frustration. Je pense qu'il a été averti à répétition. Je l'espère. Il a été averti à répétition qu'une escalade serait non seulement très probablement inutile sur le plan militaire, mais aussi très probablement dévastatrice sur le plan économique. Tout cela ramène aux négociations, parce que dans tout monde rationnel, ce qu'un gouvernement devrait faire, c'est atténuer le choc d'offres en arrêtant les combats, en s'assurant que toutes ces installations de production d'énergie, ne soient pas détruites. Et en ramenant le détroit d'Ormuz, sinon à une réouverture complète, du moins à une situation où le pétrole peut être exporté. Le problème, c'est que cela nous ramène directement à la question des négociations et des négociations menées de bonne foi. Je ne suis pas certain que nous voyons des négociations menées de bonne foi. Je ne suis pas certain qu'une partie quelconque des États-Unis soit capable de mener des négociations de bonne foi, surtout avec un pays comme l'Iran. L'idée que les États-Unis puissent être placés dans une telle position par un pays comme l'Iran est incroyablement difficile à absorber ou à accepter pour de nombreux responsables politiques américains. Pour la machine narrative pro-Trump, accepter des limites est plus difficile que d'inventer un autre ennemi. Le vrai problème maintenant, le plus grand problème, est donc encore l'incapacité américaine à mener des négociations et en fait à faire de la diplomatie. Les États-Unis n'agissent pas de bonne foi dans cette situation, et ce n'est pas une formule rhétorique ni une simple pique indirecte. C'est une description littérale du comportement de l'État sécuritaire américain depuis des décennies. Toute l'idée de l'appareil sécuritaire américain est que la bonne foi n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est la domination. La bonne foi est ce qu'on utilise dans une interaction répétée avec une autre partie. On agit selon un principe ou une norme afin que l'autre côté puisse aussi être tenu responsable dans les interactions futures. C'est le donnant-donnant de la diplomatie. Nous le savons dans nos propres vies. C'est ainsi que nous travaillons vraisemblablement avec nos interlocuteurs, les membres de notre famille, nos relations d'affaires, et ainsi de suite. On ne triche pas simplement parce qu'il y a des conséquences. Cela détruit la relation avec l'autre partie, cela détruit sa réputation. Pour les États-Unis, je dirais de manière unique au monde, la vision a été différente. La seule réputation que les États-Unis veulent avoir, c'est celle d'un pays capable d'écraser quiconque se met en travers de son chemin. Autrement dit, la réputation qu'ils recherchent est celle d'un intimidateur plutôt que celle d'un partenaire de bonne foi. Une diplomatie réduite à l'intimidation a tout de même besoin de micros, ce qui explique peu être cette obsession pour les conférences de presse. Beaucoup de pays trouvent cela surprenant parce que dans leurs interactions normales avec d'autres partis, même avec des partis qu'ils considèrent comme trompeuses ou ayant une tendance à la tromperie, il y a tout de même au moins les gestes de la bonne foi. Avec les États-Unis, c'est vraiment très différent. Avec les États-Unis, on peut s'asseoir avec un négociateur, puis tuer littéralement le négociateur avec lequel on est en train de négocier. Israël, dans sa bravade de Sparte militaire, appuyée par les États-Unis, se comporte de manière encore plus impitoyable à cet égard.
Le modèle israélien est le suivant. Ne négocier avec personne, mais assassiner tous ceux sur qui l'on peut mettre la main. Donc toute l'idée de la bonne foi n'est pas un concept dans l'art de gouverner américain en ce moment. Le concept de l'art de gouverner américain consiste à terroriser l'autre camp. Cela a été le modèle pendant longtemps. C'est le modèle qui est célèbre comme celui des généraux athéniens dans le récit de Thucydide sur l'avertissement d'Athènes à l'île de Mélo. Vous êtes avec nous ou nous vous détruisons. Et c'est effectivement le comportement. J'ai passé 25 ans à dire à des gouvernements étrangers qu'il ferait mieux d'être prudents, parce que c'est ainsi que le comportement réel fonctionne. Ils vont s'asseoir avec vous. Ils vont essayer de vous tuer. Ils vont essayer de vous renverser. Ils vont délibérément affaiblir votre économie. Ils vont essayer d'écraser votre monnaie. Ils vont essayer de provoquer des paniques bancaires, et ainsi de suite. Je dois dire que j'ai été assez naïf à ce sujet pendant longtemps, jusqu'à ce que je vois cela se produire l'un après l'autre, parce qu'il est tellement anormal de se comporter de cette manière. Presque tous, je pense, nous savons instinctivement que ce qui se passe finit par revenir. Il vaut mieux faire attention. Il vaut mieux se comporter correctement. Très peu d'entre nous font l'expérience de l'ivresse de l'unipolarité que la classe et l'appareil sécuritaire des États-Unis, ainsi que la CIA et tout le reste, ont connu, surtout après 1991. La version de l'ère Trump a simplement retiré la subtilité et appelé le bouton du volume une doctrine. Avec les Iraniens, cela a été quelque chose, parce que je connais les négociateurs iraniens, ils sont très polis. C'est aussi bien sûr civilisationnel. C'est la culture perse. Ce n'est pas seulement l'Iran, c'est ce que l'on ressent avec une culture de 5000 ans. Ils sont très polis. Ils ont dit à répétition au cours des dernières années, nous aimerions négocier, mais nous aimerions de la bonne foi. Et chaque fois qu'ils disaient cela, je grimaçais parce que oui, on peut négocier, mais il ne faut pas s'attendre à de la bonne foi. Donald Trump est la caricature ou le dessin animé de tout cela, parce que sa mentalité et son style personnel incarnent cela à l'extrême. C'est un homme qui a triché sur tous les contrats, qui a mené plusieurs entreprises à la faillite par ses manœuvres mensongères, et ainsi de suite. Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit devenu président à 2 reprises, malgré tout cela. En partie parce qu'il a envoyé à certains groupes d'Américains le signal suivant, voilà l'intimidateur dont nous avons vraiment besoin. Voilà l'intimidateur qui va s'en prendre brutalement aux gens que je n'aime pas, qu'il s'agisse des immigrants, des étrangers, des Iraniens, des Chinois ou de qui que ce soit. Son intimidation était son argument de vente. La marque n'a jamais été subtile. La politique comme un point serré, emballé comme un service à la clientèle pour le ressentiment. Il n'y a pas de bonne foi avec Trump. Le concept n'existe même pas au niveau personnel, mais il n'existe vraiment pas non plus au niveau institutionnel. Cela n'a pas toujours été ainsi. Les États-Unis ont réellement eu une diplomatie sophistiquée à de nombreuses époques, et ils ont toujours été, dans une certaine mesure, une puissance intimidatrice envers les petits pays, mais ils ont eu une diplomatie assez sophistiquée pendant des décennies. Ils ont essentiellement perdu cela après 1991, lorsque le soi-disant moment unipolaire est arrivé, parce que la classe au pouvoir a cru à sa propre rhétorique, selon laquelle elle était désormais vraiment toute puissante. Elle pouvait décider, elle pouvait choisir. Comme quelqu'un l'a dit célèbrement à un journaliste dans l'administration Bush Junior, nous créons notre propre réalité. C'est devenu le mode réel de l'art de gouverner. Il n'y a donc pas de bonne foi. Cela ne veut pas dire qu'aucun accord ne peut être conclu. Mais ces accords doivent être essentiellement appuyés par la Russie et la Chine, et d'autres, et peut être dans ce contexte, par l'Arabie Saoudite, et d'autres encore qui ont un intérêt fort à ce que l'accord soit réellement respecté. Sinon, s'il repose uniquement sur une base bilatérale, il ne vaut rien. Une poignée de main signifie peu lorsque le prochain point de presse cherche déjà une échappatoire. Si nous devions nous tourner vers l'Ukraine, ce que nous ne ferons pas pleinement ici faute de temps, toute la trajectoire qui a mené à la guerre en Ukraine est faite d'une promesse américaine brisée après l'autre. Il n'y a eu absolument aucune bonne foi depuis l'engagement de février 1990, selon lequel l'OTAN ne s'étendrait pas, jusqu'à l'accord du 20 et un février 2014 au Maïdan, selon lequel Yanukovych resterait président et qu'il y aurait des élections plus tard dans l'année, suivi immédiatement
d'un coup d'État que les États-Unis ont aussitôt adopté, puis de la mauvaise foi consistant à ne pas faire appliquer l'accord de Minsk II, et ainsi de suite, encore et encore. C'est de la mauvaise foi. Pour la partie russe, je pense que ce qui a été surprenant, c'est la constance de cette mauvaise foi pendant plus de 20 ans. C'est surprenant pour quiconque mène normalement des négociations de voir ce type de comportement. Mais cela vient de cette situation très particulière où les États-Unis se croient le seul pays qui compte et croient donc ne pas avoir à recourir aux outils normaux de la coopération répétée et des enjeux de réputation, qui sont précisément ce que la bonne foi implique. À la place, ils suivent l'idée qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils le font comme ils le veulent parce que personne ne peut les arrêter. Cela ramène l'analyse à l'Iran lui-même. Les États-Unis ont grandement sous-estimé l'Iran. L'Iran ne devrait pas être compris comme le pays pauvre, sous-développé et chaotique que beaucoup de gens imaginent. La caricature compatible avec une campagne électorale est commode. Le pays réel est beaucoup plus difficile à faire tenir sur un autocollant de pare-choc. L'Iran, d'abord, est l'une des civilisations continues les plus anciennes du monde. La Chine, la Perse, l'Égypte, c'est quelque chose d'inhabituel parce que l'Iran remonte à des milliers d'années et les grands empires iraniens, l'empire achéménide de Cyrus le Grand et ainsi de suite, remonte déjà à 2500 ans. Il y a ce que nous appelons une profondeur civilisationnelle. Mais à l'époque actuelle, ce qui est très surprenant pour les gens qui disent que ce sont les mollahs, que c'est un régime médiéval et ainsi de suite, c'est qu'il s'agit d'une société hautement sophistiquée, avec une base scientifique et technologique considérable. Cela, je pense, presque aucun responsable politique américain ne le comprend. Il existe une classe professionnelle, une classe d'ingénieurs, une classe scientifique, des universités remarquables et un long historique de publications scientifiques de pointe. Nous parlons donc de quelque chose de complètement différent des stéréotypes qui ont été favorisés par les États-Unis depuis la Révolution. L'Iran, comme la Russie, est aussi une société très sophistiquée, avec des technologues et des mathématiciens de premier plan mondial, bien sûr, depuis très longtemps. La Chine, de la même manière, est un chef de file mondial dans les technologies. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis et les Européens le veuillent ou non, l'Eurasie devient hautement sophistiquée sur le plan technologique, absolument concurrentielle avec les États-Unis et l'Europe, voire en avance sur eux dans de très nombreux domaines. L'Iran fait partie de cette sophistication technologique. Et si les États-Unis et l'Europe ferment leurs portes à la Russie, à l'Iran et à la Chine, ce seront de toute façon 70 ou 80% du monde qui garderont la porte ouverte et maintiendront les échanges et l'économie en mouvement. Ainsi, tout le protectionnisme et les guerres commerciales absurdes de Trump l'an dernier, un autre acte d'automutilation et d'ignorance économique, coupe essentiellement les États-Unis d'une vaste économie mondiale technologiquement sophistiquée qui est l'Iran vers l'Est, si je puis dire. C'est l'économie eurasiatique. Les tarifs douaniers et les slogans peuvent conclure un discours à la tribune, ils ne peuvent pas fermer la majeure partie de la planète. Il en va de même, et de façon encore plus autodestructrice pour l'Europe, qui se coupe de tout le monde. L'Europe n'a pratiquement plus d'amis, vu la direction qu'elle prend. Elle s'est coupée de la Russie, de l'Iran, de la Chine, puis elle regarde autour d'elle et constate que les États-Unis ne sont pas son ami. L'Europe s'enfonce donc de plus en plus profondément dans l'isolement en comprenant complètement de travers la direction fondamentale de l'économie mondiale. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.